Hello les amis! Pour ce nouvel épisode de podcast, je soutiens l'association IRIS, l'association de patients atteints de déficit immunitaire primitif. En pensée pour tous ces warriors qui se battent en silence chaque jour pour leur santé. Une pensée particulière à ma petite Clarence, une magnifique petite fille. Pour les soutenir, c'est très simple. Donnez de la visibilité à la maladie à votre échelle et participez à la collecte de fonds pour les patients. Concrètement, il vous suffit de courir ou de marcher pour eux entre le 22 et le 29 avril en achetant un dossard solidaire à seulement 5 euros. Le lien Payasso est en bio. Peu importe la distance ou la performance, alors n'attendez plus, commandez votre dossard dès aujourd'hui. Vous pouvez même publier avec le hashtag Courir pour Iris pour montrer votre soutien sur les réseaux. Merci infiniment pour votre engagement et pour eux. Dans cet épisode avec Laurence, on va commencer par poser les choses franchement. On vit une période de crise, de bouleversement, et cette peur qui plane un peu partout depuis plusieurs mois. Ce que j'apprécie profondément chez Laurence, c'est qu'elle ne détourne pas le regard. Elle ne fait pas l'autruche, bien au contraire. Elle nous invite à regarder en face ce qui ne va pas pour mieux retrouver un sentiment de sécurité et surtout de paix intérieure. Et pour ça, elle nous partage des outils puissants comme la méditation. Elle a d'ailleurs écrit un très beau livre, Le Grand Retour vers soi. J'ai mis le lien dans la description de ce podcast pour les plus curieux. C'est un livre qui éclaire vraiment sur la manière dont la spiritualité peut nous aider à traverser le chaos du monde. Et pour celles et ceux qui aimeraient méditer avec elle en live et recevoir ses enseignements dans un cadre plus intime, elle vient de lancer un cercle de lecture. Il est ouvert depuis hier et disponible jusqu'au lundi de Pentecôte. Si ça vous parle, vous pouvez la contacter directement sur son site laurence-bibas.com. Très belle écoute à tous. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Ce matin, je suis vraiment très contente d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Evelyne, ravie d'être ici. Bonjour à tous. La question que j'aime me poser aussi avant de commencer cette interview, c'est comment tu te sens ce matin, Laurence? Alors je me sens bien, mais encore un tout petit peu prise au niveau de la gorge parce que comme un peu tout le monde, je suis passée par la grippette saisonnière. Ouais, je sais Donc ce que c'est. désolée, des fois je vais m'éclaircir un peu la voix. J'en sors aussi. Alors, je voudrais aussi te présenter, Laurence, en tant que pionnière aussi de la mindfulness en France, mais aussi pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore. Tu es enseignante certifiée, donc MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction, créée par John Kabat-Zinn. Tu proposes même des programmes de groupe, mais aussi des accompagnements individuels. Tu chemines, depuis maintenant plusieurs années. Tu as d'ailleurs rencontré plusieurs maîtres spirituels, mais on y reviendra aussi plus tard. Tu es aussi l'auteur et ton dernier ouvrage, Le Grand Retour vers soi, des éditions Erol, nous invite à retourner à la source de notre nature spirituelle pour déployer notre plein potentiel. Tu as aussi écrit d'autres livres, dont le Manuel de la mindfulness ou encore Ne s'attendre à rien, être prêt à tout. C'est ça. Mais dans ton dernier livre, justement, tu proposes aussi des méditations guidées, mais aussi des partages d'intervenants sur des sujets bien précis. Et tu nous permets aussi de remettre en cause nos croyances, donc soit sur nous-mêmes, sur les autres et donc sur la vie en général. Et tu nous invites vraiment à retrouver notre unité et surtout à nous allier à notre corps. Mais on va en reparler. Je voudrais aussi souligner que tu as créé le podcast La Voix qui guérit. D'ailleurs, tu cites dans ton livre: «Mon intuition est que la voix crée et libère quand elle exprime notre vérité profonde». Alors ma première question, Laurence, c'était: est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et justement qu'est-ce qui t'a inspiré vers l'écriture de ce dernier livre? Ok, merci Evelyne pour cette super introduction. Moi j'ai un cheminement, on va dire spirituel qui a commencé il y a 30 ans avec des maîtres tibétains. Et c'est un peu comme si j'étais, tombée dans la marmite, de cette pratique intense, sans vraiment, l'avoir, préparée. Ça voilà, c'est venu à moi dans ma vie, en lisant un livre qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. En fait, ce livre, il a finalement ouvert et réactivé cette nature spirituelle qui est en moi et que je soupçonnais pas, dont je n'avais pas conscience.
Et donc, chemin faisant, j'ai eu envie à un moment, moi aussi, de transmettre quelque chose autour de la méditation. Et c'est là où j'ai rencontré John Kabat-Zinn en 2006 dans un forum bouddhisme et médecine organisé par mon centre tibétain à Montpellier. Et en fait, dès que j'ai entendu parler euh, des bienfaits de la méditation laïque à travers ce programme de 8 semaines de réduction du stress par la pleine conscience, bah, j'ai tout de suite eu envie de le faire. Et c'est devenu mon métier. C'est ce programme que j'enseigne depuis 15 ans pour des groupes et aussi pour des particuliers parfois qui ne peuvent pas être, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas suivre un groupe pour quelle que soit la raison. Et en fait, de pouvoir transmettre la méditation sur un programme de 2 mois, qui est un programme finalement assez court mais intensif, m'a permis de voir de manière systématique comment, en fait, un retournement est possible, un retournement de conscience est possible dans un temps très court, quand on se dédie de manière bienveillante et régulière à des formes de méditation très, très simples qui nous permettent d'atterrir dans notre corps. Et là, je me suis rendu compte, en fait, bah, que cette forme de réveil était possible pour chacun de nous, pour tous dans la société, et que ce n'était pas quelque chose qui demandait une technologie ou des croyances particulières ou de s'ouvrir à des choses un peu bizarres du point de vue de notre esprit rationnel. Qu'au contraire, c'était hyper naturel parce que ça nous ramenait juste à être présents à nous-mêmes. Et que cette présence à nous, elle a un impact incroyable sur notre vie physique et psychique, et elles nous permettent en fait vraiment de nous ancrer dans la réalité. Alors que quand on est dans notre tête, dans le mental, bah, on peut être en 10 secondes dans la Troisième Guerre mondiale, et alors qu'on est confortablement assis dans notre canapé. Et donc le mental nous leurre, alors que le corps, d'une certaine manière, il nous permet d'atterrir dans la réalité. Et en fait, il faut pouvoir équilibrer les deux, la tête et l'esprit. La tête et le corps, pardon. Voilà. Complètement. Mais oui, mais on en parlait aussi tout à l'heure en off, de tout aussi de ces sollicitations extérieures, mais on va y revenir aussi. Et qu'est-ce que le grand détournement justement dont tu parles dans cet ouvrage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, quand j'ai pensé à la structure du livre, Le Grand Retour vers soi, ça m'est venu tout de suite, en fait, qu'il y avait un cheminement qui partait de l'extérieur vers l'intérieur de nous-mêmes. Mmh. Et que dans ce cheminement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on n'arrive pas finalement à être plus souvent simplement présent à soi? Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments intérieurs et extérieurs, des habitudes, des croyances, mais aussi la structure de la société, notre éducation, toute la manière en fait dont qu'on nous demande finalement d'être, de Mmh. faire, et qui nous éloigne de nous-mêmes. Et donc j'ai intitulé en fait ce premier chapitre Le Grand Détournement, pour pouvoir prendre conscience. Et c'était pas un exercice facile pour moi parce que je préfère aller dans la solution que dans les problèmes. Mais je me suis dit, ce serait pas juste de faire un livre sur le retour à soi sans nommer au départ ce qui nous en éloigne. Et puis, bah, c'est l'occasion, quand on se rend compte que, en effet, il y a plein de choses qui nous éloignent de nous-mêmes, eh ben, de se réveiller de ça, de se rendre compte, de prendre conscience de ce qui nous éloigne de nous-mêmes, et petit à petit de faire ce chemin de retour à soi. Mais c'est comme si on n'avait pas conscience de ces détournements intérieurs et extérieurs, bah, pourquoi on irait changer? Pourquoi, en fait, on reviendrait à soi, puisque on n'en aurait même pas conscience? Et donc, c'est Mmh. pour ça, voilà. C'est, c'est pas évident de nommer ça, mais je pense que c'était nécessaire, et les retours que j'ai du livre, ben, on me remercie pour ça en disant: «Ben, voilà, merci de pointer le fait qu'en effet, ben, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas là». Mmh. Mais oui, complètement et merci d'ailleurs, je te le redis aussi, mais merci parce que moi, je trouvais que c'était intéressant justement de commencer par ça, de prendre conscience et de ne pas faire l'autruche, mais au contraire d'y aller et voilà, de plonger dedans, en fait, au cœur aussi du problème pour ensuite, trouver des solutions. Mais déjà en avoir conscience, je pense, comme tu le dis, que c'est essentiel, c'est nécessaire, oui. Et d'ailleurs, tu partages aussi, bah, en parlant, hein, de tout ça, de tout ce qui nous éloigne, de nous-mêmes aussi dans notre vie moderne,
Tu cites d'ailleurs que le monde dans lequel on vit a engendré un ordre social de souffrance et de violence aussi. T'expliques que la peur nous enferme et nous ferme aux autres. Et c'est vrai que on l'a constaté après le Covid, après les risques attentats, et cetera. On observe en fait que les gens ont peur et qu'ils se ferment comme des huîtres au contact des autres. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ta vision à ce sujet? C'est vrai, je suis, complètement, complètement d'accord avec toi. On sent très bien depuis, un certain temps que la peur est beaucoup plus palpable et la peur, en fait, nous enferme intérieurement dans un besoin de sécurité. Dans ce besoin de sécurité, en fait, on se coupe, on peut se couper, en fait, de nous-mêmes dans des aspects plus subtils de nous-mêmes, comme l'intuition, parce qu'on va douter, mais je ne suis pas sûre, est-ce que c'est ça ou pas? Ça va nous enfermer dans un carcan peut-être plus matérialiste Mmh. et ça va nous couper des autres aussi, de la générosité, de l'ouverture de confiance vis-à-vis des autres et on peut vraiment, se rendre compte que, qu'il y a de plus en plus d'incivilité et donc par rapport à la peur, ça nous met dans un état, en fait, de contrôle, qui crée aussi une méfiance, vis-à-vis d'autrui et moi, ce que je remarque depuis quelques années, c'est que, je sens qu'on est de plus en plus refermé sur nous-mêmes. Je m'inclus aussi parce qu'en fait, à certains moments, on est comme ça aussi en mode protection et que, voilà, c'est cet élan naturel d'aller, regarder l'autre dans la rue, même, dire bonjour, quelque chose d'humainement, naturel et léger, en fait, peut laisser la place à une forme de méfiance et de distance et cette distance, en fait, elle est, c'est le bah, voilà, c'est le signe d'une peur, qui est là et en fait, la peur nous coupe de l'amour et il y a ce dicton qui dit: «C'est l'amour ou la peur» et en fait, c'est vrai que l'inverse, en fait, de de la paix, de la peur, c'est l'amour et en fait, de sentir qu'on est, bloqué dans ce flot naturel d'amour, vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, quand la peur est présente, ça crée une Mmh. forme de tétanie. C'est comme si on était congelé à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, tu sais, la pyramide de Maslow, dans laquelle on a vraiment le premier cran, c'est vraiment la sécurité. Si Mmh. cette sécurité n'est pas établie, eh ben, on peut pas, on va dire, monter dans d'autres étages, en fait, de l'ouverture à soi. Qui va de plus en plus vers, le spirituel ou quelque chose de plus ouvert, de plus confiant, parce qu'on a besoin d'avoir d'abord cette sécurité pour pouvoir, s'ouvrir et rayonner davantage dans notre vie et en effet, ça fait partie de ce détournement actuel, qui est de plus en plus de ressorts de peur, de guerre, de violence, d'angoisse. En fait, c'est comme si et que je pense beaucoup, aux jeunes, à la jeunesse qui évolue dans un monde dans lequel on leur dit: «Mais que, finalement la planète, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a de la guerre partout. Est-ce que j'ai envie de faire des enfants dans un monde pareil?» Et en fait, voilà, c'est extrêmement, déstabilisant, je Mmh. pense, en fait, ce climat de peur qui nous entoure. Alors maintenant, Mmh. comment faire pour changer? Oui. Mais aussi, je voulais rebondir là-dessus parce que dans ton livre aussi, par exemple dans la rue, c'est ce que tu cites quand on croise une personne qui est, vraiment, bah, le dos enfin les épaules, courbées, le dos courbé, le regard, baissé et cetera. C'est aussi de se poser la question, mais qu'est-ce que cette personne aussi, a pu, endurer aussi? Et c'est d'avoir aussi ce regard, plein d'empathie aussi et de bienveillance envers, les personnes qu'on peut croiser dans la rue. Tu parles même de rien qu'un bonjour peut aussi faire la différence. C'est des Eh petites oui. choses comme ça aussi qu'on peut mettre en place dans notre quotidien qui sont à la portée de tous. Oui, c'est vrai, c'est très important, de pas céder à cet enfermement, de se rendre compte, en fait, qu'on est en train de se rétrécir, et se renfermer sur nous-mêmes
que finalement, on est les premiers à en souffrir et que cette méfiance, elle est pas naturelle, que c'est la confiance qui est naturelle. Et donc, c'est comme s'il y avait plein de valeurs à retourner aussi euh, pour arrêter de valider le fait qu'on a besoin de se protéger parce que le monde est dangereux, qu'il va nous arriver quelque chose de terrible si, je sais pas, si on ne fait pas certains rituels ou choses comme ça. En fait, c'est voilà, c'est retrouver quelque chose de plus léger, de plus naturel, de plus ouvert et de s'entraîner aussi à des petites choses toutes simples, voilà, comme sourire. Euh, et puis d'abord retrouver cette relation, on va dire, aimante vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que si soi-même, on n'a pas conscience qu'on est là et qu'on a besoin d'être soutenu par nous-mêmes déjà, comment on va les soutenir les autres? Comment on va les s'ouvrir aux autres s'il n'y a personne ici qui est vraiment réveillé, en fait? Mmh. Complètement, oui. Tu parles aussi du totalitarisme technologique. Bon, après, on reviendra aussi sur les solutions et les choses, beaucoup plus positives, mais tu partages aussi l'idée que ça se construit sur, la base d'un effondrement des valeurs humaines. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi à ce sujet? En fait, je suis assez partagée par rapport, en fait, à toute la technologie qui a une extraordinaire ouverture et qui crée comme un réseau, en fait, neuronal, finalement, autour de nous, qui nous permet des communications extraordinaires et d'accès à des connaissances extraordinaires. Donc ça, c'est le côté vraiment positif. Maintenant, si ça va trop loin, si cette technologie devient non plus un moyen, mais une finalité, on bascule dans le transhumanisme, dans lequel, en fait, finalement, c'est comme si on avait besoin d'être augmenté par quelque chose de technologique pour être vraiment un humain au plein potentiel. Et en fait, c'est contre nature d'une certaine manière parce que ça nous détourne à nouveau de reconnaître ce plein potentiel à l'intérieur de soi. Je dis pas que c'est facile de faire ce chemin de retour à soi, mais si vraiment la solution, c'est d'être augmenté par de la technologie pour pouvoir être pleinement vivant, je me demande bien quelle vie on va avoir, en fait. Ça Mmh. sera même une vie, on va dire. Ça va être un monde, avec des images, des projections, des sollicitations. Et j'ai pas tellement confiance dans qui et quoi va activer en fait toutes ces informations et tous ces algorithmes qui vont revenir à nous. Parce que je pense que finalement, je suis pas sûre que ça aille dans la direction la plus humaine et la plus paisible et la plus solaire qui soit en nous. Voilà, d'être augmenté de cette manière. Euh, si on va un week-end dans la nature et qu'on peut déjà baisser la pression par rapport à toutes les sollicitations habituelles, on retrouve assez facilement déjà les pétillements, les traces de cette nature. Donc, elle est là. Elle est là. Voilà. Oui. Mais oui, tu vas nous en parler d'ailleurs aussi, puisque toi aussi tu as cheminé, tu parles même de réveil, tu t'es réveillé. Hem, donc est-ce que tu peux nous parler de ton réveil justement? Alors, moi, ça s'est fait, comme je te dis tout à l'heure, à travers la rencontre avec le bouddhisme tibétain. Ce réveil, ce moment de réveil, en fait, ce déclic a eu lieu quand j'ai entendu l'enseignement sur le Tathagata Garbha, qui est l'enseignement sur la nature de Bouddha. J'ai entendu pour la première fois qu'on n'était pas simplement en fait, des pécheurs, comme on dit voilà, dans la Bible, mais on avait un potentiel qui était déjà présent en nous pour s'éveiller et que finalement, ce qu'on avait au fond de nous, c'était bon. Non seulement c'était bon, mais c'était extraordinaire. Et c'est vraiment cet espace vide de tous les potentiels qui est en nous. Et en fait, quand j'ai entendu que j'avais ce potentiel en moi, d'amour, de lumière, de joie, d'éveil, plutôt que
de sentir que j'étais peut-être un être limité qui devait s'améliorer et Mmh. faire beaucoup d'efforts pour devenir quelqu'un de bien, je me suis dit: «Waouh, mais je suis déjà libre, en fait». Et là, il y a Mmh. eu ce déclic et à partir de là, tout a changé. Waouh. Oh là là, c'est très encourageant. Et aussi ma question, c'était est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager justement de personnalités de personnes qui t'ont marqué et qui ont, fait l'expérience et l'œuvre, se rencontrer, pour créer, quelque chose d'utile dans ce monde? Hem, ben, en fait, je pense pas à des personnes forcément, je pense pas forcément à une personne maintenant, mais je pense par rapport, par exemple, à ce que la vie les moments que la vie, en fait, peut nous amener et qui nous réveillent. Dans Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, mon deuxième livre, je dis, en fait, que, finalement, la vie est imprévisible et c'est tant mieux parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'attend pas comme des coups durs, qui vont pouvoir être beaucoup plus enseignantes pour nous que n'importe quelle personne, en fait, qu'on allait rencontrer. Moi, c'est ce que j'appelle les cadeaux paradoxaux. Tu dis tout à l'heure les cadeaux mal emballés quand on parlait, mais c'est les cadeaux paradoxaux. C'est-à-dire que sur le moment, on peut vivre un coup dur, ben, voilà, comme, une maladie grave ou un cancer ou un burn-out ou j'accompagne beaucoup de gens qui font des burn-out et de se rendre compte finalement que ce coup dur de la vie va devenir un réveil. Que c'est ça qui va nous permettre en fait de commencer à réaliser qu'on était à côté de la plaque finalement et qu'on Mmh. n'était pas en train de vivre notre vie, mais un espèce de vie à côté, de vie à côté de nous-mêmes et que ce coup dur, mais il n'y a pas que des coups durs, il y a aussi des coups de foudre, il y a aussi, Mmh. des coups de folie qui nous arrivent et qui nous ramènent à nous-mêmes. Et c'est ça aussi, pour moi, la magie de la vie, c'est de faire confiance en fait à tout ce que la vie peut nous amener et de pouvoir, commencer à l'accueillir en confiance. Mais pour pouvoir accueillir ce que la vie, tous les cadeaux de la vie, bah, ça nous demande d'ouvrir un peu notre esprit parce que si on est toujours en train de prévoir l'avenir ou de trop anticiper ou de Mmh. vouloir contrôler ce qui nous arrive, bah, finalement, on va avancer comme ça dans la vie avec une idée, des préjugés, une idée préconçue sur la vie. Et puis, le truc merveilleux, il va être juste à côté de nous, mais on va pas le voir. Et en Mmh. fait, c'est ça, en fait, c'est de considérer que finalement, quand on est prêt, on dit quand on est prêt, le maître arrive. Mais le maître, en fait, ça peut être vraiment quelque chose de très, qui a l'air très petit, qui a l'air très insignifiant, mais qui va changer notre point de vue. Et à partir du moment où on change de regard, on change de point de vue, ben, on se libère, on s'ouvre. Et après, c'est comme une réaction en chaîne qui va nous amener voilà, vers d'autres choses. Moi, quand j'ai rencontré mon maître tibétain il y a 30 ans, je ne savais pas du tout en fait ce qui allait se passer. Mais j'ai suivi un appel. Il y avait un appel intérieur, quelque chose en moi disait, mais oui, c'est ça, vas-y. Et j'avais pas d'idée préconçue parce que je savais pas du tout où je mettais les pieds. Mais j'ai suivi ce que je ressentais, j'ai fait confiance à ce que je ressentais et puis de fil en aiguille, ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui, de pouvoir, enseigner la pleine conscience, de pouvoir, partager avec les autres un chemin, spirituel du quotidien. Pas du tout déconnecté dans les stratosphères, mais vraiment la spiritualité du quotidien, de notre quotidien à tous, très simple, en fait. Mmh. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Mmh. voilà, c'est comme ça que c'est venu. Si, si, c'était hyper, inspirant. Merci pour ton partage d'ailleurs, Laurence. C'est vrai que aussi au début de tes explications, quand tu partageais aussi le fait que tu accompagnes aussi beaucoup de personnes qui venaient pour des burn-out et cetera et qui, vivaient, bah, ça m'a évoqué, tu sais, l'expression «être à côté de ses pompes», en fait. Il y a tellement d'expressions aussi françaises, qu'on peut réutiliser, et c'est ça quoi, c'est que des fois, on pense être sur un chemin et finalement la vie nous renvoie que, bah, c'est peut-être pas le bon chemin et finalement c'est peu importe l'expérience, mais qu'est-ce que je fais et comment je réagis face à l'expérience? C'est ça, c'est exactement Mmh. ça et puis oui, c'est ça, c'est comment ça se passe en moi, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut dans cette histoire de cadeau paradoxal, il peut y avoir, ben, voilà, l'annonce d'une maladie ou quelque chose de grave.
on va cheminer avec ça et puis finalement, bah, si tout va bien, on va en sortir et avec le recul, peut-être quelques mois plus tard, peut-être pas tout de suite, mais quelques mois plus tard, on va se rendre compte de de tout de toute l'ouverture, de toute l'expérience, de toute la richesse que cette mauvaise nouvelle au départ, en fait, nous a permis d'ouvrir en nous. Ça Mmh. nous donne peut-être, l'occasion de prendre soin de nous. Peut-être ça nous donne plus de compassion pour les autres et pour ceux qui souffrent parce qu'en fait, quand on est enfermé dans sa bulle, on ne se rend pas compte forcément qu'il y a de la souffrance autour de nous. Ça va ouvrir notre regard, ça va nous donner envie peut-être de tendre la main à quelqu'un, hem, voilà, qui est là et qui ne sait pas forcément demander de l'aide et dire: «Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi?» parce qu'on sent parce que comme notre cœur s'est attendri, on va sentir une petite vibration qui va nous informer que qu'il se passe quelque chose et finalement, on ouvre notre sensibilité. Tu vois, il y a Mmh. ce il y a cette, en ce moment, on parle beaucoup d'hypersensibilité Oui. comme un problème. Bah, en fait, pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est au contraire, comment on peut habiter cette hypersensibilité pour, se reconnaître qu'en fait, on reçoit énormément d'informations sensibles de plein de choses autour de nous et qu'on doit apprendre finalement à accueillir ces informations sensibles plutôt que de se couper. Parce que si on se coupe de ce cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va se diriger dans notre vie si on n'a plus ces informations sensibles? Donc, il y a de fait, je pense, un chemin d'apprentissage par rapport à ça, mais certainement pas de s'en couper, certainement pas de prendre des médicaments pour devenir insensible. C'est Mmh. pas juste, en fait, parce qu'en se coupant de notre sensibilité, on se coupe d'un plein potentiel qui est là aussi et qu'on a besoin d'apprendre, en fait, à exercer. Il devrait y avoir une école de l'intérieur, en fait. Ouais. Ouais, ouais, complètement, mais c'est clairement ça. Mais aussi, c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis, c'est-à-dire sur la méditation, pour entrer aussi dans le vif du sujet, tu expliques que contrairement aux idées reçues, la méditation, c'est pas un exercice de bien-être, mais bien une introduction à notre propre vérité. Alors je voulais avoir ton partage justement sur ça. Alors merci de me poser la question parce que, depuis que j'ai, écrit, le manuel de mindfulness, j'explique en fait qu'on ne peut pas parler de la méditation, mais des méditations. Il y a plein de formes de méditation. Il y a des méditations qui vont nous faire décoller, il y a des méditations qui vont nous ouvrir le cœur, il y a des méditations qui vont nous faire chanter, il y a des méditations qui vont nous faire visualiser, il y a des méditations qui vont nous faire atterrir dans notre corps comme la méditation de pleine conscience, pour vraiment tirer le meilleur parti de ce qui nous arrive dans le moment présent. Et en fait, heu, cette, heu heu, cette méditation, souvent, on la confond. Pour nous occidentaux qui connaissons pas la méditation, on va dire que c'est, plus une pratique orientale, qu'on intègre en Occident depuis à peu près les années 70 avec le New Age. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est et comme on tient beaucoup à notre esprit rationnel, surtout en France et c'est très Oui. bien d'une certaine manière, mais en fait, l'idée, c'est que de ne pas rester enfermé dans une forme de rationalisme, figé et de pouvoir s'ouvrir à un éventail en fait de possibilités, d'expériences à vivre en conscience. Donc pour moi, vraiment la méditation, c'est comment ce qui nous permet en fait finalement de trouver un camp de base intérieur. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est ça. C'est d'abord un camp de base. Comment, quand je médite, je m'efforce d'être là. Je me rends compte que je vais penser à plein de choses et comment je me ramène. On va dire que c'est la première brique de la méditation, c'est déjà d'atterrir en nous-mêmes. Par exemple, si on commence à ouvrir dans des méditations, très, on va dire, qui nous éloignent de nous-mêmes, on peut risquer à certains moments de plus savoir où on est et de plus savoir où atterrir et de se sentir perdu dans des expériences qui nous dépassent et même à certains moments de flipper parce qu'on ne sait plus où on est. Mmh. C'est pour ça que pour moi, la méditation, la première étape de la méditation, c'est de pouvoir et c'est pour ça que je tiens beaucoup à la méditation de pleine conscience pour nous occidentaux, qui n'avons pas vraiment cette base de connaissances,
euh, on va dire, de rendre palpable l'invisible. Pour nous, voilà, je crois ce que je vois. Ça, c'est un verre. Bon, voilà, je vois, c'est un verre. Je le vois, il existe. Mais on sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique, que en fait, ça, c'est de la vibration en mouvement, mais qui se manifeste d'une certaine manière, mais qu'en fait, tout est en mouvement. Donc, voilà, c'est petit à petit de pouvoir se poser pour accéder à des formes plus subtiles de réalité et pour s'ouvrir dans un deuxième temps à notre extrasensorialité. C'est-à-dire se rendre compte qu'on peut toucher plus subtilement des choses, qu'on peut peut-être même sentir certaines énergies dans notre main, qu'on peut être attiré des fois à mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, et la personne va dire: «Ah, voilà, ça me fait tellement du bien, ça me fait tellement de bien ce que tu fais.» Et de pouvoir aussi voir les choses différemment, avec un regard neuf, de Mmh. pouvoir entendre des choses. Voilà, donc de s'ouvrir dans un deuxième temps à quelque chose de plus subtil. Mais si on ne sait pas déjà atterrir, si on ne sait pas déjà être simplement là, bah, ça peut être un petit peu dangereux d'aller explorer comme ça en freestyle des modes de méditation pour lesquels qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous péter à la tête en fait. Mmh. Mmh. Oui. Non, mais donc toi, tu t'adaptes aussi et c'est très important, comme tu le dis aussi, d'avoir des méditations, en tout cas, qui soient adaptées. C'est vrai qu'on connaît aussi les méditations transcendantales, enfin, il y a énormément de méditations différentes, comme tu le disais tout à Mais l'heure. oui, Ouais. mais Mmh oui. mh. Et tout est bien si on sait ce qu'on fait. Mmh. Voilà. Et ça demande d'avoir un minimum de, on va dire, d'éducation, et donc de trouver finalement des enseignants ou des maîtres ou des intermédiaires qui nous permettent en fait de rentrer en sécurité et en conscience avec telle ou telle pratique. Si on va prendre, des drogues hallucinogènes, bah, on risque, de faire un bad trip, et que ça se passe très, très mal si on se sent pas en confiance ou si on se sent pas, comment dire? Bien drivé avec les personnes qui sont autour de nous. Donc en fait, Complètement. voilà, Mmh. c'est chouette d'explorer, mais le faire, voilà, de manière sécure, voilà, en confiance, Mmh de mh. manière simplement. Complètement. Oui, 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 les causes et les conditions extérieures aussi sont à prendre en considération, dans tes pratiques aussi, bien sûr et puis toujours, agir avec discernement. Tu en parles aussi d'ailleurs, dans ton livre. Je voulais aussi, avoir, ton avis en tout cas, pour les auditeurs et les auditrices aussi qui nous écoutent. On en a parlé tout à l'heure aussi en off, mais je trouve que c'était important de le souligner. Ce passage où tu parles du développement personnel et où tu expliques que justement cette accumulation de techniques ne fait pas un chemin et le risque, c'est de nous y perdre, de perdre cette boussole du discernement dont on vient de parler. C'est ça, Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton c'est avis à ce ça. sujet? Hem, Moi, je pense que le développement, c'est très bien, un temps. Le développement personnel, c'est très bien un temps quand on se cherche. Mais, moi, ce que je dis aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut devenir des trouveurs. Il peut y avoir une addiction à la recherche et finalement une frustration de continuer à chercher, 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 de devenir boulimique de recherche et d'expérience, mais sans jamais trouver. Et trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire on construit en fait des points de référence intérieurs qui sont, stables et fiables, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir, par exemple, dans un moment, de stress ou dans un moment, de peur ou d'angoisse, revenir à ça, revenir à ce lieu sûr intérieur pour pouvoir se conforter soi-même. Mmh. Parce que, c'est pas au moment où on est en train de se noyer qu'il faut apprendre à nager. Et c'est pour ça que, il y a beaucoup de techniques, on peut apprendre beaucoup de techniques, mais qu'on ne maîtrise pas et finalement, ça va faire comme un catalogue, mais dans le test, en fait, c'est dans les moments difficiles ou dans les moments de challenge, qu'est-ce qui se passe? En quoi ça nous aide? Est-ce que ça nous aide ou est-ce que finalement, on va aller dans notre tête en train de rechercher: «Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit déjà? Qu'est-ce que je dois faire déjà à ce moment-là?» Alors que quand on a petit à petit, hem, on va dire actualisé ce retour à soi, simple et direct, bah, en fait, en une seconde, on peut être là.
Il n'y a pas besoin de passer par la tête pour pouvoir revenir à son cœur. Mais si être présent à soi en confiance et de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir se rassurer soi-même, de pouvoir prendre un temps de respiration, si ces simples choses n'ont pas été, on va dire, pratiquées au minimum, on ne va pas trouver cette ressource au moment où on en a besoin. Donc, ce qui compte, en fait, c'est de pouvoir se remettre en ressources intérieures parce que la vie extérieure, elle est pleine de défis, mais la vie intérieure, elle est pas mal aussi pleine de défis qu'on s'impose à nous-mêmes avec des pensées critiques, voilà, aussi plein de choses qui peuvent se détraquer dans notre corps et qui font qu'à certains moments, on n'a plus cet équilibre intérieur qui nous permet d'être juste bien, juste à l'état de bien-être avec nous-mêmes. Et quand j'enseigne les programmes de mindfulness, je me rends compte en fait que assez vite, on peut revenir à cet état de bien-être intérieur, mais que bien souvent, on l'a oublié depuis longtemps, qu'il y a une telle distance entre le corps et l'esprit qu'on ne sait plus finalement qu'est-ce que c'est que cette sensation d'être juste bien avec soi. Donc ça, pour moi, c'est la base en fait à retrouver. D'abord, avant d'aller continuer à chercher trop de choses. Et moi, je me rends compte que ça peut être un piège finalement de faire un espèce de tourisme d'expérience Ouais. qui va nous écarter finalement de nous-mêmes et, et, et qui ne nous donnera pas un sentiment simple de sécurité et d'amour pour nous-mêmes. Mmh. Oui, c'est vraiment, de l'ordre du ressenti, de l'expérience, corporelle, en fait, hein. C'est vraiment ça, quoi. Expérimentez par vous-même et puis ressentez. C'est ça. Mmh. Mmh. C'est Mais ça. c'est vrai qu'on entend aussi souvent, tu sais, des personnes, tu le cites aussi dans ton livre, mais de personnes qui font des années de thérapie et qui ont conscience de tous leurs problèmes, tous leurs maux, mais quand bien même qui continuent de souffrir. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et mais heureusement, aujourd'hui, je dirais, il y a de plus en plus de chemins pour revenir à soi. Et c'est le côté vraiment très positif et très passionnant, en fait, de cet éveil des consciences. D'ailleurs, tu vois, tu témoignes Mmh. avec ce que tu fais, mais beaucoup d'autres aussi participent à ça, ouvrent des espaces dans lesquels on peut revenir à être simplement soi et de pouvoir revenir à un dialogue bienveillant, humain, simple sur nos expériences de vie. Voilà, Mmh. sans aller dans la psychologie, sans aller dans l'ésotérisme, sans aller voilà, dans des solutions extérieures, mais un dialogue simple et humain. Voilà. Donc ça, Mmh. il y a de plus en plus d'espace pour ça. Et au-delà de toute forme de technologie spirituelle ou de développement personnel, être humain, en fait, c'est ce qu'on est déjà. Donc normalement, ça ne devrait pas être si simple, si difficile que ça finalement de retrouver, parce que c'est nous. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et dans ton chapitre aussi, «Arrête de t'écouter», est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ce déni de toi justement, sur cet éloignement, de nous-mêmes? Alors justement, dans Arrête de t'écouter, il y a un témoignage euh, d'une d'une femme qui est venue faire un cycle MBSR avec moi suite à un burn-out. Et en fait, elle dit une chose très très claire. Elle dit: je ne savais pas m'écouter. Donc en fait, je ne savais pas m'écouter, ça veut dire que je ne savais pas prendre en compte mon besoin profond. Et que comme je ne savais pas prendre en compte mon besoin profond parce que j'avais en moi un programme d'être au service des autres ou de servir, euh, on va dire, une image de moi-même idéalisée, de renoncer à mon bien-être pour faire encore plus d'heures et encore plus d'efforts professionnels, de me distancier de plus en plus et de devenir finalement une forme d'exécutant proie d'un système euh, finalement qui va me faire gagner beaucoup d'argent, mais m'enlever toute ma richesse intérieure. Et, et en fait,
c'est le burn-out finalement qui lui a donné l'occasion de ce réveil, de se rendre compte en fait qu'elle n'avait pas appris à s'écouter elle-même. Donc en fait, c'est ça, c'est quand je dis ne t'écoute pas, c'est l'injonction en fait qu'on Mmh. peut avoir reçue dans notre éducation parfois à ne arrêter de s'écouter. Mais pourquoi tu t'écoutes comme ça? Voilà, on pleure, on n'est pas bien, on a une sensibilité, on va aller vers l'autre pour alors des fois avec un peu trop de plaintes, mais parce qu'on n'a pas appris à le faire non plus. En disant: «Mais ça va pas bien là» et cetera. L'autre: «Ah mais arrête de t'écouter, écoute, bah, Mmh. bouge-toi, tu qu'à aller bah, bouge-toi, ça va aller mieux». Mais c'est écraser, c'est une violence d'écraser totalement en fait la sensibilité, la vulnérabilité qui est en nous tous, qui a besoin Mmh. d'aimer à certains moments. On n'a pas des vies linéaires, on a des vies qui oscillent d'une expérience à l'autre et on n'a pas appris non plus à accueillir nos émotions. On ne sait même pas ce que c'est en fait exactement l'émotion. C'est comme si, il fallait, réprimer ce qu'on ressent et qui est considéré comme négatif ou pas OK, parce qu'on ne sait pas du tout, comment dire, chevaucher cette intensité. Alors que, Mmh. on en tant qu'être humain, l'intensité, ça fait partie de la vie, Mmh. qu'elle soit, je dirais positive ou négative, qu'elle soit, douloureuse ou, extatique. L'intensité, ça fait partie de la vie. On n'est pas des monochromes. Non. On n'est pas un encéphalogramme plat. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement et tout bouge autour de nous aussi. Mmh. Oui, c'est sûr et d'ailleurs, je me souviens aussi du programme MBSR que j'avais suivi. C'est vraiment aussi la prise de conscience de ces émotions agréables et désagréables. C'est ça. C'est ça, elles ont toute leur place et elles doivent exister justement et c'est leur donner, de la valeur, les mettre en lumière, les accueillir et tout ça, ça demande un sacré, chemin et puis aussi, d'être accompagné, par des professionnels comme toi qui C'est nous ça. accompagnent. Parce que quand on vient de loin, on va dire, c'est pas toujours, facile justement de commencer seul en tout cas. C'est ça. Mmh. Et comme le dit John Kabat-Zinn par rapport à qui a c'est ce médecin américain qui a créé le programme MBSR, ce cycle en 8 semaines, il dit: «Bah, la pleine conscience, c'est simple mais pas facile». Dire c'est simple techniquement, il y a aucune difficulté technique, mais c'est pas facile parce que ça va nous prendre à rebrousse-poil de nos habitudes. Ça va, voilà, ça va nous déranger en fait le petit monde, bien au carré qu'on s'était fait, mais bien au carré, mais pas vraiment connecté. Pas vraiment connecté. Il y a des parties qui restent sourdes, qui restent muettes en nous. Et quand on commence à pratiquer comme, par exemple, le body scan, le balayage corporel, dans lequel on porte notre attention des pieds jusqu'à la tête, ben, on se rend compte qu'il y a des parties du corps qu'on sent et d'autres qu'on sent pas du tout, Oui. comme Ouais. si elles n'existaient pas. Et petit à petit, à force de la pratique, ben, on récupère un schéma corporel, on récupère la sensation d'être vraiment présent. Et c'est pour ça Mmh. que ce programme, il est très, très bien fait. Tout le monde devrait le faire, en fait. C'est vraiment, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui. D'ailleurs, si vous nous entendez, sait-on jamais. Voilà, allez-y, allez-y. On aura beaucoup C'est moins ça. de stress et beaucoup moins de maladies derrière si on est plus présent à soi. Mmh. Alors Laurent, j'avais une question. Justement, tu cites que les souffrances individuelles, elles ont un impact aussi, sur le collectif. Je vais te poser plusieurs questions, mais est-ce que tu penses qu'on peut guérir collectivement et comment on peut faire individuellement? Hem, Moi, ce qui me vient avec cette question, c'est, ce ressenti qu'on est tous connectés. Hem, Qu'en fait, en tant qu'être humain, on vient tous de la même souche. Heu, Ce corps humain qui est là, les attributs aussi, d'esprit qui vont avec notre corps, nous ont été donnés. C'est un grand cadeau. On n'a pas créé en fait ce corps humain et cet esprit et quand on se regarde les uns les autres, on peut voir notre différence, toute la diversité qui est présente aussi, mais on peut aussi se connecter le à l'essence unique qui est en nous. C'est une essence en fait, universelle. Donc il y a le côté unique et il y a le côté universel qui vont ensemble et moi ce que je ressens, c'est que, il suffit de le faire, voilà, de le constater,
voilà, au niveau d'un petit groupe comme une famille. Une personne dans une famille qui souffre, Mmh. en fait, a un impact sur les autres. Parce qu'on va s'inquiéter, parce qu'on va avoir envie d'aider la personne. Ça va créer tout un écosystème. Une personne qui va bien et qui amène aussi qui a, voilà, une transformation intérieure ou a pu, dépasser un obstacle et a ouvert son cœur ou a ouvert son esprit à quelque chose, ça va avoir un impact aussi sur les autres. C'est hyper concret, c'est hyper palpable. Dans une pièce où tu connais personne, tu vas être attiré par certaines personnes et quand tu vas aller leur parler, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de commun, qu'on a été à la même école ou qu'on connaît des personnes en commun ou qu'on travaille qu'on a des affinités intérieures par rapport à tel ou tel sujet. Donc, en fait, pour moi, il y a pas de séparation avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'éponge et tout absorber de manière, on va dire, open bar. Non, Mmh. non, c'est pas ça non plus. Mais de pouvoir être soi-même dans son alignement, dans son intégrité et dans l'ouverture et de sentir que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Mmh. 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 Mais moi, je vis avec ça. C'est ma manière de voir les autres. Mmh. Donc tu l'incarnes, complètement aujourd'hui, au quotidien, par exemple? En fait, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que comme moi, je suis globalement en paix avec moi. Ce que je vois chez les autres, c'est le chemin de paix qu'ils sont en train de faire. Et si moi j'étais, on va dire, dans une intérieure perturbée, certainement, dès qu'on voit à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur, probablement plus attiré par les aspects perturbés, négatifs, sombres des autres. Mmh. Ouais, c'est Donc, juste. en fait, moi, je reconnais chez nous que j'ai ouvert un an. Et si c'est fermé, j'ai l'impression qu'on est fermé. Mmh. Merci, Laurence, pour ce partage, mais je voulais aussi, conclure avec, cette idée que tu partages, celle où tu nous invites à sortir de l'enseignement de Descartes et la philosophie matérialiste du «je pense, donc je suis» pour aller vers «je ressens, donc je suis». C'est ça. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose de conscience qui s'éveille? Ce que tu Eh veux. bien, ce que je pourrais partager et comme une voie d'expérience à faire, c'est quand vous avez le choix par rapport à un problème ou par rapport à un questionnement, quand vous avez le choix entre de suivre ce que vous pensez de la situation et ce que vous ressentez de la situation. Observez et posez-vous la question. Souvent, il y a une différence. Par exemple, voilà, si on a une problématique de choix professionnel ou de choisir un chemin, c'est pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est dans des passages, voilà, dans des transitions de vie. Dans ces transitions de vie ou dans ces moments de questionnement, on va pouvoir se rendre compte que notre tête nous dit quelque chose, souvent en lien avec ce qu'il faut faire, ce qui serait bien de faire, en lien avec des programmes qui sont euh, en lien avec le passé, en lien avec je suis tentée de refaire ce que j'ai toujours fait pour me sécuriser. Le mental, il va chercher à nous sécuriser, à nous remettre finalement dans la boîte de ce qu'on connaît. Et puis à côté de ça, on va avoir notre cœur qui nous dit ouais, mais quand même, j'aimerais bien explorer, expérimenter une voie que je connais pas, mais je sens que mon enthousiasme, je sens que mon cœur vibre dans une direction qui n'est pas la direction de cette sécurité, mais qui est la direction d'une ouverture, d'une créativité. Et en fait, moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est choisissez ce que vous ressentez. Ça va vous déstabiliser, peut-être, un moment, mais si c'est que votre tête, en fait, qui décide à chaque fois pour vous,
bah, au bout d'un moment, si vous pouvez plus écouter votre cœur ou ressentir votre corps qui, dans certaines situations, va se trouver plus à l'aise, plus ouvert, Mmh. bah, en fait, choisissez ce que vous ressentez. Faites l'expérience peut-être déjà avec des petites choses. Est-ce que je vais aller à cette soirée ce soir? Non, j'en ai pas vraiment envie, parce que j'ai envie de me reposer. Ouais, mais il faut que tu y ailles quand même parce que tu vois, si tu y vas pas, untel va pas être contente. On y va et finalement on se dit: «Je savais, en fait». Ouais, en Ouais, fait, si on va faire une mauvaise ouais. rencontre, on va boire trop, j'en sais rien et finalement on va rentrer le soir, on va dire: «Mais j'aurais pas dû y aller, je le savais». Mmh. Et puis, si on fait l'expérience à ce moment-là de s'écouter, ce qui est pas évident, hein, ça nous demande de sortir un peu de nos zones de confort pendant quelques instants, mais que si on fait l'expérience d'avoir pris ce moment pour nous, ben, voilà, seul à la maison, en écoutant de la musique, en se cocoonant, en se faisant du bien, bah, finalement, le lendemain, on va se réveiller, peut-être qu'on aura eu une super idée, peut-être qu'on aura eu un rêve qui nous a éclairés, peut-être que le lendemain, il y a quelqu'un qui va nous appeler en disant: «Tiens, j'ai pensé à toi, est-ce que tu pourrais pas m'aider pour un truc?» Et en fait, on ouvre des possibilités. Voilà, donc c'est, le petit conseil que je donnerais, c'est ça. Si vous avez le choix entre ce que vous pensez et ce que vous sentez, commencez à expérimenter de suivre un peu ce que vous sentez et vous verrez ce que ça change dans votre vie. Mmh. Bah, merci beaucoup en tout cas Laurence et surtout n'hésitez pas à commenter, hein, mettez en pratique et puis, vos retours seront, précieux et ton ouvrage donc Le Grand Retour vers soi est disponible dans toutes les librairies, donc en France, il est Je même vais vous le disponible montrer. en ligne. Le voilà! En plus, il est très joli visuellement à Oui, regarder. il est super beau. Je l'adore. Mmh. Et puis j'aime beaucoup, c'est ce que je disais aussi en introduction, c'est qu'il y a des méditations, il y a vraiment aussi la structure de ton livre qui est particulière et qui est originale aussi, on en parlait tout à l'heure et il y a aussi des partages aussi de personnes, de personnalités que tu as interviewées donc c'est vraiment riche d'informations et de mise en pratique. Parce que ce qui compte aussi, j'insiste toujours, c'est vraiment sur la pratique et le ressenti. Chacun est libre de vivre sa propre expérience et puis bien sûr, faites-nous un retour en tout cas, si vous le souhaitez et puis n'hésitez pas à partager, ce podcast à un ami, un membre de la famille, à un collègue en tout cas, si ça peut faire du bien, c'est l'essentiel surtout. Eh bien Laurence, c'était un véritable plaisir et je mettrai aussi bien sûr le site de Laurence, en bio pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Un grand merci Laurence, à Merci, bientôt. vraiment, j'ai beaucoup aimé la douceur, et l'ouverture, en fait, de ce partage avec toi. Donc, merci 1000 fois. Merci pour ton invitation. Eh ben, merci à toi, Laurence et puis aussi merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Passez une très belle journée, à bientôt. Au revoir, à tout de suite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu te sens plus éveillé. La plus belle chose que tu puisses faire, c'est de lui donner une note sur Apple Podcasts ou Spotify et de t'abonner à ta plateforme favorite pour être... Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Ce matin, je suis vraiment très contente d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Evelyne, ravie d'être ici. Bonjour à tous. La question que j'aime poser aussi avant de commencer cette interview, c'est comment tu te sens ce matin, Laurence? Alors je me sens bien, mais encore un tout petit peu prise au niveau de la gorge parce que comme un peu tout le monde, je suis passée par la grippette saisonnière. Ouais, je sais Donc ce que c'est. désolée, des fois je vais m'éclaircir un peu la voix. J'en sors aussi. Alors, je voudrais aussi te présenter, Laurence, en tant que pionnière aussi de la mindfulness en France, mais aussi pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore. Tu es enseignante certifiée, donc MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction, créée par John Kabat-Zinn. Tu proposes même des programmes de groupe, mais aussi des accompagnements individuels. Tu chemines, depuis maintenant plusieurs années. Tu as d'ailleurs rencontré plusieurs maîtres spirituels, mais on y reviendra aussi plus tard. Tu es aussi l'auteur et ton dernier ouvrage, Le Grand Retour vers soi, des éditions Erol, nous invite à retourner à la source de notre nature spirituelle pour déployer notre plein potentiel. Tu as aussi écrit d'autres livres, dont le Manuel de la mindfulness ou encore Ne s'attendre à rien, être prêt à tout. C'est ça. Mais dans ton dernier livre, justement, tu proposes aussi des méditations guidées, mais aussi des partages d'intervenants, sur des sujets bien précis.
Et tu nous permets aussi de remettre en cause nos croyances, donc que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres et donc sur la vie en général. Et tu nous invites vraiment à retrouver notre unité et surtout à nous allier à notre corps. Mais on va en reparler. Je voudrais aussi souligner que tu as créé le podcast La Voix qui guérit. D'ailleurs, tu cites dans ton livre: «Mon intuition est que la voix crée et libère quand elle exprime notre vérité profonde». Alors ma première question, Laurence, c'était: est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et justement qu'est-ce qui t'a inspiré vers l'écriture de ce dernier livre? Ok, merci Evelyne pour cette super introduction. Moi j'ai un cheminement, on va dire spirituel, qui a commencé il y a 30 ans avec des maîtres tibétains. Et c'est un peu comme si j'étais tombée dans la marmite de cette pratique intense sans vraiment l'avoir préparée. Ça, voilà, c'est venu à moi dans ma vie en lisant un livre qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. Ben, en fait, ce livre, il a finalement ouvert et réactivé cette nature spirituelle qui est en moi et que que je soupçonnais pas, dont je n'avais pas conscience. Et donc, chemin faisant, j'ai eu envie à un moment, moi aussi, de transmettre quelque chose autour de la méditation. Et c'est là où j'ai rencontré Jon Kabat-Zinn en 2006 dans un forum bouddhisme et médecine organisé par mon centre tibétain à Montpellier. Et en fait, dès que j'ai entendu parler des bienfaits de la méditation laïque à travers ce programme de 8 semaines de réduction du stress par la pleine conscience, ben, j'ai tout de suite eu envie de le faire. Et c'est devenu mon métier. C'est ce programme que j'enseigne depuis 15 ans pour des groupes et aussi pour des particuliers parfois qui ne peuvent pas être, parce qu'ils ne peuvent pas suivre un groupe pour quelle que soit la raison. Et en fait, de pouvoir transmettre la méditation sur un programme de 2 mois, qui est un programme finalement assez court mais intensif, m'a permis de voir de manière systématique comment en fait un retournement est possible, un retournement de conscience est possible dans un temps très court, quand on se dédie de manière bienveillante et régulière à des formes de méditation très très simples qui nous permettent d'atterrir dans notre corps. Et là, je me suis rendu compte en fait que cette forme de réveil était possible pour chacun de nous, pour tous dans la société, et que c'était pas quelque chose qui demandait une technologie ou des croyances particulières ou de s'ouvrir à des choses un peu bizarres du point de vue de notre esprit rationnel. Qu'au contraire, c'était hyper naturel parce que ça nous ramenait juste à être présents à nous-mêmes. Et que cette présence à nous, elle a un impact incroyable sur notre vie physique et psychique, et elles nous permettent en fait vraiment de nous ancrer dans la réalité. Alors que quand on est dans notre tête, dans le mental, ben, on peut être en 10 secondes dans la Troisième Guerre mondiale, et alors qu'on est confortablement assis dans notre canapé. Et donc le mental nous leurre, alors que le corps, d'une certaine manière, il nous permet d'atterrir dans la réalité. Et en fait, il faut pouvoir équilibrer les deux, la tête et l'esprit. La tête et le corps, pardon. Oui. Voilà. Complètement. Mais oui, mais on en parlait aussi tout à l'heure en off, de tout aussi ces sollicitations extérieures, mais on va y revenir aussi. Et qu'est-ce que le grand détournement justement dont tu parles dans cet ouvrage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, quand j'ai pensé à la structure du livre, Le Grand Retour vers soi, ça m'est venu tout de suite en fait qu'il y avait un cheminement qui partait de l'extérieur vers l'intérieur de nous-mêmes. Mmh. Et que dans ce cheminement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on n'arrive pas finalement à être plus souvent simplement présent à soi? Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments intérieurs et extérieurs, des habitudes, des croyances, mais aussi la structure de la société, notre éducation, toute la manière en fait dont qu'on nous demande finalement d'être, de faire, et qui nous éloigne de nous-mêmes. Et donc j'ai intitulé en fait ce premier chapitre Le Grand Détournement, pour pouvoir prendre conscience. Et c'était pas un exercice facile pour moi parce que je préfère aller dans la solution que dans les problèmes. Mais je me suis dit, ce serait pas juste de faire un livre sur le retour à soi sans nommer au départ ce qui nous en éloigne. Et puis, c'est l'occasion, quand on se rend compte que, en effet, il y a plein de choses qui nous éloignent de nous-mêmes,
de se réveiller de ça, de se rendre compte, de prendre conscience de ce qui nous éloigne de nous-mêmes et petit à petit de faire ce chemin de retour à soi. Mais c'est comme si on n'avait pas conscience de ces détournements intérieurs et extérieurs, pourquoi on irait changer? Pourquoi en fait on reviendrait à soi puisqu'on n'en aurait même pas conscience? Et donc c'est pour ça, voilà. C'est pas évident de nommer ça, mais je pense que c'était nécessaire. Et les retours que j'ai du livre, on me remercie pour ça en disant, voilà, merci de pointer le fait qu'en effet, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas là. Mmh. Mais oui, complètement et merci d'ailleurs, je te le redis aussi, mais merci parce que moi, je trouvais que c'était intéressant justement de commencer par ça, de prendre conscience et de ne pas faire l'autruche, mais au contraire d'y aller et voilà, de plonger dedans, en fait, au cœur aussi du problème pour ensuite, trouver des solutions. Mais déjà en avoir conscience, je pense, comme tu le dis, que c'est essentiel, c'est nécessaire, oui. Et d'ailleurs, tu partages aussi, en parlant, hein, de tout ça, de tout ce qui nous éloigne, de nous-mêmes aussi dans notre vie moderne. Tu cites d'ailleurs que le monde dans lequel on vit a engendré un ordre social de souffrance et de violence aussi. Tu expliques que la peur nous enferme et nous ferme aux autres et c'est vrai qu'on l'a constaté après le covid, après les risques attentats et cetera. On observe en fait que les gens ont peur et qu'ils se ferment comme des huîtres au contact des autres. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ta vision à ce sujet? C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. On sent très bien depuis un certain temps que la peur est beaucoup plus palpable. Et la peur, en fait, nous enferme intérieurement dans un besoin de sécurité. Dans ce besoin de sécurité, en fait, on se coupe, on peut se couper en fait de nous-mêmes dans des aspects plus subtils de nous-mêmes, comme l'intuition, parce qu'on va douter, mais je ne suis pas sûre, est-ce que c'est ça ou pas? Ça va nous enfermer dans un carcan peut-être plus matérialiste. Mmh. Et ça va nous couper des autres aussi, de la générosité, de l'ouverture de confiance vis-à-vis des autres. Et on peut vraiment se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'incivilité. Et donc, par rapport à la peur, ça nous met dans un état en fait de contrôle qui crée aussi une méfiance vis-à-vis d'autrui. Et moi, je remarque depuis quelques années, c'est que je sens qu'on est de plus en plus refermé sur nous-mêmes. Je m'inclus aussi parce qu'en fait, à certains moments, on est comme ça aussi en mode protection. Et que, voilà, c'est cet élan naturel d'aller regarder l'autre dans la rue, même dire bonjour, quelque chose d'humainement naturel et léger, en fait, peut laisser la place à une forme de méfiance et de distance. Et cette distance, en fait, elle est, voilà, c'est le signe d'une peur qui est là. Et en fait, la peur nous coupe de l'amour. Et il y a ce dicton qui dit c'est l'amour ou la peur. Et en fait, c'est vrai que l'inverse en fait de la paix, de la peur, c'est l'amour. Et en fait, de sentir qu'on est bloqué dans ce flot naturel d'amour vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, quand la peur est présente, ça crée une forme de tétanie. C'est comme si on était congelé à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, tu sais, la pyramide de Maslow, dans laquelle on a vraiment le premier cran, c'est vraiment la sécurité. Si cette sécurité n'est pas établie, on ne peut pas, on va dire, monter dans d'autres étages en fait de l'ouverture à soi, qui va de plus en plus vers le spirituel ou quelque chose de plus ouvert, de plus confiant, parce qu'on a besoin d'avoir d'abord cette sécurité pour pouvoir s'ouvrir et rayonner davantage dans notre vie. Et en effet, ça fait partie de ce détournement actuel qui est de plus en plus de ressorts de peur, de guerre, de violence, d'angoisse. En fait, c'est comme si, et que je pense beaucoup aux jeunes, à la jeunesse qui évolue dans un monde dans lequel on leur dit mais que
finalement, la planète, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a de la guerre partout. Est-ce que j'ai envie de faire des enfants dans un monde pareil? Et en fait, voilà, c'est extrêmement déstabilisant, je pense, en fait, ce climat de peur qui nous entoure. Alors maintenant, comment faire pour changer? Oui, mais aussi je voulais rebondir là-dessus parce que dans ton livre aussi, par exemple dans la rue, c'est ce que tu cites quand on croise une personne qui est, vraiment, le dos enfin les épaules, courbées, le dos courbé, le regard, baissé et cetera. C'est aussi de se poser la question, mais qu'est-ce que cette personne aussi, a pu, endurer aussi? Et c'est d'avoir aussi ce regard, plein d'empathie aussi et de bienveillance envers, les personnes qu'on peut croiser dans la rue. Tu parles même de rien qu'un bonjour peut aussi faire la différence. C'est des petites Oui. choses comme ça aussi qu'on peut mettre en place dans notre quotidien qui sont à la portée de tous. Oui, c'est vrai, c'est très important de pas céder à cet enfermement, de se rendre compte en fait qu'on est en train de se rétrécir et se renfermer sur nous-mêmes, que finalement on est les premiers à en souffrir et que cette méfiance, elle est pas naturelle, que c'est la confiance qui est naturelle. Et donc c'est comme s'il y avait plein de valeurs à retourner aussi. euh, pour arrêter de valider le fait qu'on a besoin de se protéger parce que le monde est dangereux, qu'il va nous arriver quelque chose de terrible si, je ne sais pas, si on ne fait pas certains rituels ou choses comme ça. En fait c'est voilà, c'est retrouver quelque chose de plus léger, de plus naturel, de plus ouvert et de s'entraîner aussi à des petites choses toutes simples, voilà, comme sourire. Et puis d'abord retrouver cette relation, on va dire, aimante vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que si soi-même on n'a pas conscience qu'on est là et qu'on a besoin d'être soutenu par nous-mêmes déjà, comment on va les soutenir les autres? Comment on va les s'ouvrir aux autres s'il n'y a personne ici qui est vraiment réveillé en fait? Complètement, oui. Tu parles aussi du totalitarisme technologique. Bon, après on reviendra aussi sur les solutions et les choses, beaucoup plus positives, mais tu partages aussi l'idée que ça se construit sur, la base d'un effondrement des valeurs humaines. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi à ce sujet? Ben, en fait, je suis assez partagée par rapport en fait à toute la technologie qui est une extraordinaire ouverture et qui crée comme un réseau en fait neuronal finalement autour de nous qui nous permet des communications extraordinaires et d'accès à des connaissances extraordinaires. Donc ça, c'est le côté vraiment positif. Maintenant, si ça va trop loin, si cette technologie devient non plus un moyen, mais une finalité, on bascule dans le transhumanisme, dans lequel, en fait, finalement, c'est comme si on avait besoin d'être augmenté par quelque chose de technologique pour être vraiment un humain au plein potentiel. Et en fait, c'est contre nature d'une certaine manière parce que ça nous détourne à nouveau de reconnaître ce plein potentiel à l'intérieur de soi. Je ne dis pas que c'est facile de faire ce chemin de retour à soi, mais si vraiment la solution, c'est d'être augmenté par de la technologie pour pouvoir être pleinement vivant, je me demande bien quelle vie on va avoir en fait. Ça sera même plus une vie, on va dire. Ça va être un monde, avec des images, des projections, des sollicitations. Et j'ai pas tellement confiance dans qui et quoi va activer en fait toutes ces informations et tous ces algorithmes qui vont revenir à nous, parce que je pense que finalement, je suis pas sûre que ça aille dans la direction la plus humaine et la plus paisible et la plus solaire qui soit en nous. Voilà, d'être augmenté de cette manière. Si on va un week-end dans la nature et qu'on peut déjà baisser la pression par rapport à toutes les sollicitations habituelles, on retrouve assez facilement déjà les pétillements, les traces de cette nature. Donc elle est là, elle est là. Voilà. Mais oui, tu vas nous en parler d'ailleurs aussi.
puisque toi aussi tu as cheminé, tu parles même de réveil, tu t'es réveillée. Hem, donc est-ce que tu peux nous parler de ton réveil justement? Alors, moi, ça s'est fait, comme je te dis tout à l'heure, à travers la rencontre avec le bouddhisme tibétain. Ce réveil, ce moment de réveil, en fait, ce déclic a eu lieu quand j'ai entendu l'enseignement sur le Tathagata Garbha, qui est l'enseignement sur la nature de Bouddha. J'ai entendu pour la première fois qu'on n'était pas simplement en fait, des pécheurs, comme on dit voilà, dans la Bible, mais on avait un potentiel qui était déjà présent en nous pour s'éveiller et que finalement, ce qu'on avait au fond de nous, c'était bon. Non seulement c'était bon, mais c'était extraordinaire. Et c'est vraiment cet espace vide de tous les potentiels qui est en nous. Et en fait, quand j'ai entendu que j'avais ce potentiel en moi d'amour, de lumière, de joie, d'éveil, plutôt que de sentir que j'étais peut-être un être limité qui devait s'améliorer et Mmh. faire beaucoup d'efforts pour devenir quelqu'un de bien, je me suis dit, waouh, mais je suis déjà libre en fait. Et là, il y a Mmh. eu ce déclic. Et à partir de là, tout a changé. Waouh. Mmh. Oh là là, c'est très encourageant. Et aussi ma question c'était, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager justement de personnalités, de personnes qui t'ont marqué et qui ont, fait l'expérience et l'œuvre, se rencontrer, pour créer, quelque chose d'utile dans ce monde? Euh, En fait, je pense pas à des personnes forcément. Je pense pas forcément à une personne maintenant, mais je pense par rapport, par exemple, à ce que la vie, les moments que la vie en fait peut nous amener et qui nous réveillent. Dans Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, mon deuxième livre, je dis en fait que finalement la vie est imprévisible et c'est tant mieux parce qu'en fait il y a des choses qu'on n'attend pas comme des coups durs Mmh. qui vont pouvoir être beaucoup plus enseignantes pour nous que n'importe quelle personne en fait qu'on allait rencontrer. Moi, c'est ce que j'appelle les cadeaux paradoxaux. Tu dis tout à l'heure les cadeaux mal emballés quand on parlait, mais c'est les cadeaux paradoxaux. C'est-à-dire que sur le moment, on peut vivre un coup dur, voilà, comme une maladie grave ou un cancer ou un burn-out. J'accompagne beaucoup de gens qui font des burn-out. Et de se rendre compte finalement que ce coup dur de la vie va devenir un réveil. Que c'est ça qui va nous permettre en fait de commencer à réaliser qu'on était à côté de la plaque finalement et qu'on Mmh. n'était pas en train de vivre notre vie, mais un espèce de vie à côté, de vie à côté de nous-mêmes. Et que ce coup dur, mais il n'y a pas que des coups durs, il y a aussi des coups de foudre, il y a aussi Mmh. des coups de folie qui nous arrivent et qui nous ramènent à nous-mêmes. Et c'est ça aussi, pour moi, la magie de la vie, c'est de faire confiance en fait à tout ce que la vie peut nous amener et de pouvoir commencer à l'accueillir en confiance. Mais pour pouvoir accueillir ce que la vie, tous les cadeaux de la vie, ça nous demande d'ouvrir un peu notre esprit parce que si on est toujours en train de prévoir l'avenir ou de trop anticiper ou de Mmh. vouloir contrôler ce qui nous arrive, finalement, on va avancer comme ça dans la vie avec une idée des préjugés, une idée préconçue sur la vie. Et puis, le truc merveilleux, il va être juste à côté de nous, mais on ne va pas le voir. Et en Mmh. fait, c'est ça, en fait, c'est de considérer que finalement, quand on est prêt, on dit quand on est prêt, le maître arrive. Mais le maître, en fait, ça peut être vraiment quelque chose de très, qui a l'air très petit, qui a l'air très insignifiant, mais qui va changer notre point de vue. Et à partir du moment où on change de regard, on change de point de vue, on se libère, on s'ouvre. Et après, c'est comme une réaction en chaîne qui va nous amener voilà, vers d'autres choses. Moi, quand j'ai rencontré mon maître tibétain il y a 30 ans, je ne savais pas du tout en fait ce qui allait se passer. Mais j'ai suivi un appel. Il y avait un appel intérieur, quelque chose en moi disait, mais oui, c'est ça, vas-y. Et j'avais pas d'idée préconçue parce que je savais pas du tout où je mettais les pieds. Mais j'ai suivi ce que je ressentais, j'ai fait confiance à ce que je ressentais. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui, de pouvoir enseigner la pleine conscience, de pouvoir partager avec les autres un chemin spirituel du quotidien,
pas du tout déconnecté dans les stratosphères, mais vraiment la spiritualité du quotidien, de notre quotidien à tous, très simple en fait. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, c'est comme ça que c'est venu. Si, si, c'était hyper, inspirant. Merci pour ton partage d'ailleurs, Laurence. C'est vrai que aussi au début de tes explications, quand tu partageais aussi le fait que tu accompagnais aussi beaucoup de personnes qui venaient pour des burn-out et cetera et qui, vivaient, bah, ça m'a évoqué, tu sais, l'expression «être à côté de ses pompes», en fait. Il y a tellement d'expressions aussi françaises, qu'on peut réutiliser, et c'est ça quoi, c'est que des fois, on pense être sur un chemin et finalement la vie nous renvoie que, bah, c'est peut-être pas le bon chemin et finalement c'est peu importe l'expérience, mais qu'est-ce que je fais et comment je réagis face à l'expérience? C'est ça, c'est exactement Mmh. ça. Et puis, oui, c'est ça, c'est comment ça se passe en moi, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut, dans cette histoire de cadeau paradoxal, il peut y avoir, ben voilà, l'annonce d'une maladie ou quelque chose de grave. On va cheminer avec ça, et puis finalement, ben, si tout va bien, on va en sortir. Et avec le recul, peut-être quelques mois plus tard, peut-être pas tout de suite, mais quelques mois plus tard, on va se rendre compte de, tout, de toute l'ouverture, de toute l'expérience, de toute la richesse que cette mauvaise nouvelle au départ, en fait, nous a permis d'ouvrir en nous. Ça nous donne peut-être l'occasion de prendre soin de nous. Peut-être ça nous donne plus de compassion pour les autres et pour ceux qui souffrent, parce qu'en fait, quand on est enfermé dans sa bulle, on ne se rend pas compte forcément qu'il y a de la souffrance autour de nous. Ça va ouvrir notre regard, ça va nous donner envie peut-être de tendre la main à quelqu'un euh, voilà, qui est là et qui ne sait pas forcément demander de l'aide et dire est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, parce qu'on sent, parce que comme notre cœur s'est attendri, on va sentir une petite vibration qui va nous informer qu'il se passe quelque chose et finalement, on ouvre notre sensibilité. Tu vois, Mmh. il y a cette. En ce moment, on parle beaucoup d'hypersensibilité Oui. comme un problème. Bah, en fait, pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est au contraire comment on peut habiter cette hypersensibilité pour se reconnaître qu'en fait, on reçoit énormément d'informations sensibles de plein de choses autour de nous et qu'on doit apprendre finalement à accueillir ces Mmh. informations sensibles plutôt que de se couper. Parce que si on se coupe de ce cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va se diriger dans notre vie si on n'a plus ces informations sensibles? Donc, il y a de fait, je pense, un chemin d'apprentissage par rapport à ça, mais certainement pas de s'en couper, certainement pas de prendre des médicaments pour devenir insensible. C'est Mmh. pas juste en fait, parce qu'en se coupant de notre sensibilité, on se coupe d'un plein potentiel qui est là aussi et qu'on a besoin d'apprendre en fait à exercer. Il devrait y avoir une école de l'intérieur en fait. Ouais. Ouais, ouais, complètement, mais c'est clairement ça. Mais aussi, c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis, c'est-à-dire sur la méditation, pour entrer aussi dans le vif du sujet. Tu expliques que contrairement aux idées reçues, la méditation, c'est pas un exercice de bien-être, mais bien une introduction à notre propre vérité. Alors je voulais avoir ton partage justement sur ça. Alors merci de me poser la question parce que euh, depuis que j'ai écrit le manuel de mindfulness, j'explique en fait qu'on ne peut pas parler de la méditation, mais des méditations. Il y a plein de formes de méditation. Il y a des méditations qui vont nous faire décoller, il y a des méditations qui vont nous ouvrir le cœur, il y a des méditations qui vont nous faire chanter, il y a des méditations qui vont nous faire visualiser, il y a des méditations qui vont nous faire atterrir dans notre corps comme la méditation de pleine conscience, pour vraiment tirer le meilleur parti de ce qui nous arrive dans le moment présent. Et en fait, euh, cette, euh, euh, cette méditation, souvent, on la confond. Pour nous occidentaux qui ne connaissons pas la méditation, on va dire que c'est plus une pratique orientale qu'on intègre en Occident depuis à peu près les années 70 avec le New Age. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et comme on tient beaucoup à notre esprit rationnel, surtout en France, et c'est très Oui. bien d'une certaine manière, mais en fait, l'idée, c'est que de ne pas rester enfermé dans une forme de rationalisme figé et de pouvoir s'ouvrir à un éventail en fait de possibilités
d'expériences à vivre en conscience. Donc pour moi, vraiment, la méditation, c'est ce qui nous permet en fait finalement de trouver un camp de base intérieur. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est d'abord un camp de base. Comment, quand je médite, je m'efforce d'être là. Je me rends compte que je vais penser à plein de choses et comment je me ramène. On va dire que c'est la première brique de la méditation, c'est déjà d'atterrir en nous-mêmes. Par exemple, si on commence à ouvrir dans des méditations très, on va dire, qui nous éloignent de nous-mêmes, on peut risquer à certains moments de plus savoir où on est et de plus savoir où atterrir et de se sentir perdu dans des expériences qui nous dépassent et même à certains moments de flipper parce qu'on ne sait plus où on est. C'est pour ça que pour moi, la méditation, la première étape de la méditation, c'est de pouvoir, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à la méditation de pleine conscience pour nous occidentaux qui n'avons pas vraiment cette base de connaissances, on va dire, de rendre palpable l'invisible. Pour nous, je crois ce que je vois, ça c'est un verre, bon voilà, je vois, c'est un verre, je le vois, il existe. Mais on sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique, que en fait ça, c'est de la vibration en mouvement, mais qui se manifeste d'une certaine manière, mais qu'en fait tout est en mouvement. Donc voilà, c'est petit à petit de pouvoir se poser pour accéder à des formes plus subtiles de réalité et pour s'ouvrir dans un deuxième temps à notre extrasensorialité, c'est-à-dire se rendre compte qu'on peut toucher plus subtilement des choses, qu'on peut peut-être même sentir certaines énergies dans notre main, qu'on peut être attiré des fois à mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, et la personne va dire oh, voilà, ça me fait tellement du bien, ça me fait tellement de bien ce que tu fais. Et de pouvoir aussi voir les choses différemment, avec un regard neuf, de pouvoir entendre des choses. Voilà, donc de s'ouvrir dans un deuxième temps à quelque chose de plus subtil, mais si on ne sait pas déjà atterrir, si on ne sait pas déjà être simplement là, ça peut être un petit peu dangereux d'aller explorer comme ça en freestyle des modes de méditation pour lesquels qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous péter à la tête en fait. Oui, non mais donc toi tu t'adaptes aussi et c'est très important, comme tu le dis aussi, d'avoir des méditations en tout cas qui soient adaptées. C'est vrai qu'on connaît aussi les méditations transcendantales, enfin il y a énormément de méditations différentes comme tu le disais tout à l'heure. Mais oui, ouais. mais oui. Et tout est bien si on sait ce qu'on fait. Voilà. Et ça demande d'avoir un minimum de, on va dire, d'éducation et donc de trouver finalement des enseignants ou des maîtres ou des intermédiaires qui nous permettent en fait de rentrer en sécurité et en conscience avec telle ou telle pratique. Si on va prendre des drogues hallucinogènes, on risque de faire un bad trip et que ça se passe très très mal si on ne se sent pas en confiance ou si on ne se sent pas, bien drivé avec les personnes qui sont autour de nous. Donc en fait, voilà, c'est chouette d'explorer, mais le faire de manière sécure, voilà, en confiance. Voilà, complètement. Oui, les causes et les conditions extérieures aussi sont à prendre en considération dans ces pratiques aussi, bien sûr, et puis toujours agir avec discernement. Tu en parles aussi d'ailleurs dans ton livre. Je voulais aussi avoir ton avis, en tout cas, pour les auditeurs et les auditrices aussi qui nous écoutent. On en a parlé tout à l'heure aussi en off, mais je trouve que c'était important de le souligner. Ce passage où tu parles du développement personnel et où tu expliques que justement cette accumulation de techniques ne fait pas un chemin et le risque, c'est de nous y perdre, de perdre cette boussole du discernement dont on vient de parler. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton avis à ce sujet ? Moi, je pense que le développement, c'est très bien un temps. Le développement personnel, c'est très bien un temps quand on se cherche. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut devenir des trouveurs. Il peut y avoir une addiction à la recherche et finalement une frustration de continuer à chercher, de devenir boulimique de recherche et d'expérience, mais sans jamais trouver.
Et trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire on construit en fait des points de référence intérieurs qui sont stables et fiables, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir, par exemple, dans un moment de stress ou dans un moment de peur ou d'angoisse, revenir à ça, revenir à ce lieu sûr intérieur pour pouvoir se conforter soi-même. Mmh. Parce que c'est pas au moment où on est en train de se noyer qu'il faut apprendre à nager. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de techniques, on peut apprendre beaucoup de techniques, mais qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, ça va faire comme un catalogue. Mais dans, le test, en fait, c'est dans les moments difficiles ou dans les moments de challenge, qu'est-ce qui se passe? En quoi ça nous aide? Est-ce que ça nous aide ou est-ce que finalement, on va aller dans notre tête en train de rechercher, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit déjà? Qu'est-ce que je dois faire déjà à ce moment-là? Alors que quand on a petit à petit, on va dire, actualisé ce retour à soi simple et direct, ben, en fait, en une seconde, on peut être là. Il n'y a pas besoin de passer par la tête pour pouvoir revenir à son cœur. Mais si être présent à soi en confiance et de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir se rassurer soi-même, de pouvoir prendre un temps de respiration, si ces simples choses n'ont pas été, on va dire, pratiquées au minimum, on ne va pas trouver cette ressource au moment où on en a besoin. Donc, ce qui compte, en fait, c'est de pouvoir se remettre en ressources intérieures parce que la vie extérieure, elle est pleine de défis, mais la vie intérieure, elle est pas mal aussi pleine de défis qu'on s'impose à nous-mêmes avec des pensées critiques, avec voilà, aussi plein de choses qui peuvent se détraquer dans notre corps et qui font qu'à certains moments, on n'a plus cet équilibre intérieur qui nous permet d'être juste bien, juste à l'état de bien-être avec nous-mêmes. Et quand j'enseigne les programmes de mindfulness, je me rends compte en fait que assez vite on peut revenir à cet état de bien-être intérieur, mais que bien souvent on l'a oublié depuis longtemps, qu'il y a une telle distance entre le corps et l'esprit qu'on ne sait plus finalement qu'est-ce que c'est que cette sensation d'être juste bien avec soi. Donc ça pour moi c'est la base en fait à retrouver d'abord avant d'aller continuer à chercher trop de choses. Et moi, je me rends compte que ça peut être un piège finalement de faire un espèce de tourisme d'expérience Ouais. qui va nous écarter finalement de nous-mêmes et qui ne nous donnera pas un sentiment simple de sécurité et d'amour pour nous-mêmes. Mmh. Oui, c'est vraiment, de l'ordre du ressenti, de l'expérience, Ah, corporelle, en fait, hein. C'est vraiment ça, quoi. Expérimentez par vous-même et puis ressentez. c'est ça. Mmh. Mmh. C'est Mais c'est ça. vrai qu'on entend aussi souvent, tu sais, des personnes, tu le cites aussi dans ton livre, mais de personnes qui font des années de thérapie et qui ont conscience de tous leurs problèmes, tous leurs maux, mais quand bien même qui continuent de souffrir. Oui. C'est ça qui est terrible. Et, mais heureusement, aujourd'hui, je dirais, il y a de plus en plus de chemins pour revenir à soi. Et c'est le côté vraiment très positif et très passionnant, en fait, de cet éveil des consciences. D'ailleurs, tu vois, tu en témoignes Oui. avec ce que tu fais, mais beaucoup d'autres aussi participent à ça, ouvrent des espaces dans lesquels on peut revenir à être simplement soi et de pouvoir revenir à un dialogue bienveillant, humain, simple sur nos expériences de vie. Voilà, sans Mmh. aller dans la psychologie, sans aller dans l'ésotérisme, sans aller voilà, dans des solutions extérieures, mais un dialogue simple et humain. Voilà. Donc ça, Mmh. il y a de plus en plus d'espace pour ça. Et au-delà de toute forme de technologie spirituelle ou de développement personnel, être humain, en fait, ben, c'est ce qu'on est déjà. Donc normalement, ça ne devrait pas être si simple, si difficile que ça finalement de Ouais, retrouver, parce que c'est nous. Voilà. ouais, c'est vrai. Et dans ton chapitre aussi, «Arrête de t'écouter», est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ce déni de soi justement, sur cet éloignement, de nous-mêmes? Alors justement, dans Arrête de t'écouter, il y a un témoignage d'une
d'une femme qui est venue faire un cycle MBSR avec moi suite à un burn-out. Et en fait, elle dit une chose très très claire, elle dit « je ne savais pas m'écouter ». Donc en fait, je ne savais pas m'écouter, ça veut dire que je ne savais pas prendre en compte mon besoin profond, et que comme je ne savais pas prendre en compte mon besoin profond parce que j'avais en moi un programme d'être au service des autres ou de servir, on va dire, une image de moi-même idéalisée, de renoncer à mon bien-être pour faire encore plus d'heures et encore plus d'efforts professionnels, de me distancier de plus en plus et de devenir finalement une forme d'exécutant froid d'un système finalement qui va me faire gagner beaucoup d'argent, mais qui va m'enlever toute ma richesse intérieure. Et en fait, c'est le burn-out finalement qui lui a donné l'occasion de ce réveil, de se rendre compte en fait qu'elle n'avait pas appris à s'écouter elle-même. Donc en fait, c'est ça. C'est quand je dis ne t'écoute pas, c'est l'injonction en fait qu'on peut avoir reçue dans notre éducation parfois à arrêter de s'écouter. Mais pourquoi tu t'écoutes comme ça? Voilà, on pleure, on n'est pas bien, on a une sensibilité. On va aller vers l'autre alors des fois avec un peu trop de plaintes, mais parce qu'on n'a pas appris à le faire non plus, en disant mais ça va pas bien là, etc. Et l'autre, mais arrête de t'écouter, écoute, bouge-toi, bouge-toi, ça va aller mieux. Mais c'est écraser, c'est une violence d'écraser totalement en fait la sensibilité, la vulnérabilité qui est en nous tous et qui a besoin d'exprimer à certains moments. On n'a pas des vies linéaires, on a des vies qui oscillent d'une expérience à l'autre, et on n'a pas appris non plus à accueillir nos émotions. On ne sait même pas ce que c'est en fait exactement l'émotion. C'est comme si il fallait réprimer ce qu'on ressent et qui est considéré comme négatif ou pas OK, parce qu'on ne sait pas du tout comment dire chevaucher cette intensité. Alors que en tant qu'être humain, l'intensité, ça fait partie de la vie. Qu'elle soit, je dirais, positive ou négative, qu'elle soit douloureuse ou extatique. L'intensité, ça fait partie de la vie. On n'est pas des monochromes. On n'a pas un encéphalogramme plat. On est tout le temps en mouvement, et tout bouge autour de nous aussi. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, je me souviens aussi du programme MBSR que j'avais suivi. C'est vraiment aussi la prise de conscience de ces émotions agréables et désagréables. C'est ça. Elles ont toute leur place et elles doivent exister justement, et c'est leur donner de la valeur, les mettre en lumière, les accueillir, et tout ça, ça demande un sacré chemin, et puis aussi d'être accompagné par des professionnels comme toi qui nous accompagnent. Parce que quand on vient de loin, on va dire, c'est pas toujours facile justement de commencer seul en tout cas. C'est ça. Et comme le dit Jon Kabat-Zinn, par rapport à ce médecin américain qui a créé le programme MBSR, ce cycle en 8 semaines, il dit la pleine conscience, c'est simple mais pas facile. Dire c'est simple techniquement, il n'y a qu'une difficulté technique, mais c'est pas facile parce que ça va nous prendre à rebrousse-poil de nos habitudes. Ça va, ça va nous déranger en fait le petit monde bien au carré qu'on s'était fait, mais bien au carré, mais pas vraiment connecté. Pas vraiment connecté. Il y a des parties qui restent sourdes, qui restent muettes en nous. Et quand on commence à pratiquer comme par exemple le body scan ou balayage corporel, dans lequel on porte notre attention des pieds jusqu'à la tête, on se rend compte qu'il y a des parties du corps qu'on sent et d'autres qu'on ne sent pas du tout, comme si elles n'existaient pas. Et petit à petit, à force de la pratique, on récupère un schéma corporel, on récupère la sensation d'être vraiment présent. Et c'est pour ça que ce programme, il est très, très bien fait. Tout le monde devrait le faire, en fait. C'est vraiment, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui. D'ailleurs, si vous nous entendez, sait-on jamais. Voilà, allez-y. Il y aura beaucoup moins de stress et beaucoup moins de maladies derrière si on est plus présent à soi. Alors Laurence, j'avais une question. Justement, tu cites que les souffrances individuelles, elles ont un impact aussi sur le collectif. Je vais te poser plusieurs questions, mais est-ce que tu penses qu'on peut guérir collectivement, et comment on peut faire individuellement?
Euh, Moi, ce qui me vient avec cette question, c'est ce ressenti qu'on est tous connectés. Qu'en fait, en tant qu'être humain, on vient tous de la même souche. Ce corps humain qui est là, les attributs aussi d'esprit qui vont avec notre corps, nous ont été donnés. C'est un grand cadeau. On n'a pas créé en fait ce corps humain et cet esprit. Et quand on se regarde les uns les autres, on peut voir notre différence, toute la diversité qui est présente aussi, mais on peut aussi se connecter à l'essence unique qui est en nous. C'est une essence en fait universelle. Donc il y a le côté unique et il y a le côté universel qui vont ensemble. Et moi, ce que je ressens, c'est que il suffit de le faire, voilà, de le constater, voilà, au niveau d'un petit groupe comme une famille. Une personne dans une famille qui souffre, ben, en fait, a un impact sur les autres. Parce qu'on va s'inquiéter, parce qu'on va avoir envie d'aider la personne. Ça va créer tout un écosystème. Une personne qui va bien et qui amène aussi, qui a voilà, une transformation intérieure ou a pu dépasser un obstacle et a ouvert son cœur ou a ouvert son esprit à quelque chose, ça va avoir un impact aussi sur les autres. C'est hyper concret, c'est hyper palpable. Dans une pièce où tu connais personne, tu vas être attiré par certaines personnes et quand tu vas aller leur parler, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de commun, qu'on a été à la même école ou qu'on connaît des personnes en commun ou qu'on travaille qu'on a des affinités intérieures par rapport à tel ou tel sujet. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de séparation avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'éponge et tout absorber de manière, on va dire, open bar. Non, non, c'est pas ça non plus. Mais de pouvoir être soi-même dans son alignement, dans son intégrité et dans l'ouverture. Et de sentir que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Mais moi, je vis avec ça. C'est ma manière de voir les autres. Donc, tu l'incarnes complètement aujourd'hui, au quotidien, par exemple. En fait, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que comme moi, je suis globalement en paix avec moi-même. Ce que je vois chez les autres, c'est le chemin de paix qu'ils sont en train de faire. Et si moi j'étais on va dire, dans une intérieure plus perturbée, certainement, dès qu'on voit à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur, probablement beaucoup plus attiré par les aspects perturbés, négatifs, sombres des autres. Ouais, c'est juste. Donc, en fait, moi, je reconnais chez l'autre que j'ai ouvert en moi. Et si c'est fermé, j'ai l'impression que le monde est fermé. Merci Laurence pour ce partage, mais je voulais aussi conclure avec cette idée que tu partages, celle où tu nous invites à sortir de l'enseignement de Descartes et la philosophie matérialiste du je pense donc je suis pour aller vers je ressens donc je suis. C'est ça. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent? Ce que tu veux. Eh bien, ce que je pourrais partager, et comme une voie d'expérience à faire, c'est quand vous avez le choix par rapport à un problème ou par rapport à un questionnement, quand vous avez le choix entre de suivre ce que vous pensez de la situation et ce que vous ressentez de la situation. Observez et posez-vous la question. Souvent, il y a une différence. Par exemple, voilà, si on a une problématique de choix professionnel ou de choisir un chemin, c'est pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est dans des passages, dans des transitions de vie. Dans ces transitions de vie ou dans ces moments de questionnement, on va pouvoir se rendre compte que notre tête nous dit quelque chose, souvent en lien avec
ce qu'il faut faire, ce qui serait bien de faire, en lien avec des programmes qui sont en lien avec le passé, en lien avec je suis tentée de refaire ce que j'ai toujours fait pour me sécuriser. Le mental, il va chercher à nous sécuriser, à nous remettre finalement dans la boîte de ce qu'on connaît. Et puis à côté de ça, on va avoir notre cœur qui nous dit ouais, mais quand même, j'aimerais bien explorer, expérimenter une voie que je ne connais pas, mais je sens que mon enthousiasme, je sens que mon cœur vibre dans une direction qui n'est pas la direction de cette sécurité, mais qui est la direction d'une ouverture, d'une créativité. Et en fait, moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est choisissez ce que vous ressentez. Ça va vous déstabiliser, peut-être un moment, mais si c'est que votre tête, en fait, qui décide à chaque fois pour vous, bah, au bout d'un moment, si vous ne pouvez plus écouter votre cœur ou ressentir votre corps, qui, dans certaines situations, va se trouver plus à l'aise, plus ouvert, bah, en fait, choisissez ce que vous ressentez. Faites l'expérience peut-être déjà avec des petites choses. Est-ce que je vais aller à cette soirée ce soir? Non, j'en ai pas vraiment envie parce que j'ai envie de me reposer. Ouais, mais il faut que tu y ailles quand même parce que tu vois, si tu n'y vas pas, un tel va pas être contente. On y va et finalement on se dit, je savais. En fait. On va être fatigué, on va faire une mauvaise rencontre, on va boire trop, j'en sais rien. Et finalement, on va rentrer ce soir et dire, mais j'aurais pas dû y aller, je le savais. Et puis, si on fait l'expérience à ce moment-là de s'écouter, ce qui n'est pas évident, hein, ça nous demande de sortir un peu de nos zones de confort pendant quelques instants, mais que si on fait l'expérience d'avoir pris ce moment pour nous, ben voilà, seul à la maison, en écoutant de la musique, en se cocoonant, en se faisant du bien, ben, finalement, le lendemain, on va se réveiller, peut-être qu'on aura eu une super idée, peut-être qu'on aura eu un rêve qui nous a éclairé, peut-être que le lendemain, il y a quelqu'un qui va nous appeler en disant « Tiens, j'ai pensé à toi, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider pour un truc ?» Et en fait, on ouvre des possibilités. Voilà, donc c'est le petit conseil que je donnerais, c'est ça. Si vous avez le choix entre ce que vous pensez et ce que vous sentez, commencez à expérimenter de suivre un peu ce que vous sentez et vous verrez ce que ça change dans votre vie. Bah, merci beaucoup en tout cas Laurence et surtout n'hésitez pas à commenter, hein, mettez en pratique et puis, vos retours seront, précieux et ton ouvrage donc Le Grand Retour vers soi est disponible dans toutes les librairies, donc en France, il est même disponible en ligne. Et voilà! En plus, il est très joli visuellement à regarder. Ouais, il est super beau. Je l'adore. Et puis j'aime beaucoup, c'est ce que je disais aussi en introduction, c'est qu'il y a des méditations, il y a vraiment aussi la structure de ton livre qui est particulière et qui est originale aussi, on en parlait tout à l'heure et il y a aussi des partages aussi de personnes, de personnalités que tu as interviewées donc c'est vraiment riche d'informations et de mise en pratique parce que ce qui compte aussi, j'insiste toujours, c'est vraiment sur la pratique et le ressenti. Chacun est libre de vivre sa propre expérience et puis bien sûr, faites-nous un retour en tout cas, si vous le souhaitez et puis n'hésitez pas à partager, ce podcast à un ami, un membre de la famille, à un collègue en tout cas, si ça peut faire du bien, c'est l'essentiel surtout. Eh bien Laurence, c'était un véritable plaisir et je mettrai aussi bien sûr le site de Laurence, en bio pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Un grand merci Laurence. Merci. À bientôt. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la douceur et l'ouverture en fait de ce partage avec toi. Donc merci mille fois. Merci pour ton invitation. Eh ben, merci à toi, Laurence et puis aussi merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Passez une très belle journée, à bientôt. Au revoir, à tout de suite.